La deuxième édition du Forum africain sur la finance islamique a ouvert ses portes à Abidjan en présence du Premier ministre Daniel Kablon-Duncan. Au centre de ce rendez-vous, le développement inclusif de la Côte d'Ivoire. Fin de mandat pour l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Avant de quitter définitivement le pays, l'ONUCI a procédé au transfert de ses activités aux autorités ivoiriennes. Une signature a eu lieu à cet effet à l'auditorium de la primature. Lutte contre la cybercriminalité, l'État ivoirien dispose désormais de moyens conséquents. L'information a été donnée par le ministre de l'économie numérique et de la Poste, Bruno Nabagné-Koné. Bonsoir et bienvenue. Abidjan accueille la deuxième édition du Forum africain sur la finance islamique. Il planche sur les voies et moyens en vue d'accélérer le développement inclusif de la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Daniel Kablon-Duncan a pris part à la rencontre. Lansine Bakayoko, Jean-Jacques Kwame. Cette deuxième édition du Forum africain sur la finance islamique est un rendez-vous de plus de 300 experts pour mieux comprendre les enjeux de ce nouvel instrument de financement des économies africaines et surtout les domaines d'intervention. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, tous les secteurs sont concernés, notamment l'eau et l'assainissement, le transport, les infrastructures économiques, l'éducation, la santé, la formation, l'agriculture, la finance. La finance islamique prend ainsi le pari de se poser en alternative crédible ou du moins en complément aux institutions classiques de financement. Problème, les ressources de cette finance islamique ont jusque-là été orientées vers le public. Aujourd'hui, il s'agit donc d'élargir son champ d'action au secteur privé. Les opportunités de financement du secteur privé sont nombreuses. En Côte d'Ivoire, la contribution attendue du secteur privé au financement du Plan national de développement 2016-2020 est de 18 000 milliards de francs CFA sur les 30 000 milliards attendus. Le gouvernement de Côte d'Ivoire veut maintenir sa forte croissance, d'où les réformes structurelles engagées qui sont destinées à garantir un environnement des affaires attractif pour les PME, mais également pour d'autres projets porteurs. Ces projets nécessitent des financements conséquents et innovants, outre le renforcement bien sûr de la coopération avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux traditionnels. Vous comprenez toute notre satisfaction d'accueillir pour une seconde fois cette rencontre de haut niveau destinée à accélérer le développement de la finance islamique en Afrique subsaharienne. La Côte d'Ivoire a déjà récolté 150 milliards de francs CFA sur le marché de la finance islamique en 2016. Au titre de l'année budgétaire 2017, le pays devrait procéder à un autre emprunt du même montant. Le mandat de l'ONUCI est arrivé à son terme après 13 ans de présence de cette structure dans le pays. Avant son départ, l'opération des Nations Unies a transféré ses activités au gouvernement et à l'équipe pays des Nations Unies. Une signature a eu lieu à cet effet à l'auditorium de la primature. Elle s'est faite en présence du Premier ministre Daniel Kablon-Duncan et du sous-secrétaire général des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, Abou Sanougou. Une signature suivie de la remise officielle du plan de transfert des activités de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire au gouvernement ivoirien et à l'équipe pays des Nations Unies. Ces deux actes marquent la fin du mandat de l'ONUCI après 13 années de présence sur le territoire ivoirien. Cela en application de la résolution 2284 du 28 avril 2016 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a fixé la fin de son mandat au 30 juin 2017. Cette résolution salue les progrès accomplis par la Côte d'Ivoire sur la voie de la paix depuis la fin de la crise post-électorale de 2010 à 2011. À la suite du départ de l'ONUCI, le Conseil de sécurité recommande que l'équipe pays des Nations Unies, les agences, fonds et programmes des Nations Unies continuent à accompagner le gouvernement et le peuple ivoirien dans la pérennisation des acquis en matière de paix et de stabilité. C'est dans cette perspective que nous avons travaillé étroitement avec le gouvernement, l'équipe pays et les autres partenaires pour définir un processus de transition durable. Le retrait prochain de l'ONUCI de la Côte d'Ivoire s'inscrit dans une stratégie globale de reconfiguration des opérations de maintien de la paix des Nations Unies en Afrique de l'Ouest. Si nous pouvons et devons tirer une légitime fierté de ce qui a été accompli en ce laps de temps, force aussi est de reconnaître que le mérite du résultat accompli revient d'abord et avant tout
aux acteurs et au peuple ivoirien. Le chef du gouvernement, pour sa part, salue l'apport de l'ONUCI dans le retour de la paix et de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Grâce à l'intervention et à l'accompagnement efficace de l'ONUCI, avec le soutien des autres partenaires bilatéraux et multilatéraux, la Côte d'Ivoire a renoué avec la paix et la stabilité, préalable indispensable à son développement. La Côte d'Ivoire, sous la haute égide du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, est sortie de la situation de crise. Elle s'est stabilisée avec la forte adhésion du peuple ivoirien sur le chemin de son développement. Il est prévu un processus de rétrocession des sites occupés par l'ONUCI. La Côte d'Ivoire, à l'instar de la communauté internationale, célèbre la Journée internationale de lutte contre la pauvreté. Elle a été instituée en 1987 par les Nations Unies. Pour la deuxième célébration cette année, l'accent est mis sur la contribution de l'agriculture à la réduction de la pauvreté pour la région Afrique. Ici en Côte d'Ivoire, les femmes et les jeunes sont au centre de cette célébration. Des activités ont eu lieu aujourd'hui dans le pays. Justine Saïdjiki. Selon une nouvelle étude de la Banque mondiale sur la pauvreté et la prospérité partagée, dans 60 des 83 pays couverts par ce nouveau rapport, le revenu des 40% les plus pauvres de la population a augmenté entre 2008 et 2013. Cependant, dans 34 des 84 pays analysés, les écarts se sont creusés avec une hausse plus rapide des revenus des 60% les plus riches que pour les 40% les plus pauvres. Raison pour laquelle le groupe de la Banque mondiale s'est fixé pour double objectif mettre fin à l'extrême pauvreté et promouvoir une prospérité partagée d'ici 2030. Message livré aux femmes et aux jeunes au cours de la deuxième célébration de la Journée internationale de lutte contre la pauvreté, communément appelée End Poverty Day. L'objectif de cette journée est de permettre à chaque acteur du développement, à chaque citoyen, quelle que soit sa condition sociale et la zone géographique dans laquelle il vit, de comprendre une chose. C'est possible ensemble. Mettons fin à l'extrême pauvreté. C'est l'occasion pour ces dernières de partager leur combat quotidien contre la pauvreté. On a beaucoup envie de travailler, mais les moyens nous manquent. C'est difficile. Moi, par exemple, j'ai une cave. Et depuis 5 ans, je n'arrive pas à terminer la cave. J'ai besoin de tôle et puis des plafonds. Je fais de la kéké. Je suis à Bengo. En ce moment, j'ai besoin d'un congélateur et puis un peu de moyens pour approfondir mon commerce. La journée cette année met l'accent sur la contribution de l'agriculture à la réduction de la pauvreté pour la région Afrique. Elle a été célébrée pour la première fois le 17 octobre 2015 à Accra, au Ghana. Le ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine, a offert des vivres aux populations des 2 plateaux extension ainsi qu'à l'organisation religieuse Caritas Côte d'Ivoire. Ce don s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de l'alimentation célébrée hier. Franck Quadiou. Avec les dernières pluies, la palette de choix de denrées alimentaires se diversifie au grand plaisir de ces dames qui jugent les coûts abordables. Nous sommes dans la saison de pluie là, donc il y a aubergine sur le marché et puis il y a la tomate aussi. Des produits à moindre coût, c'est hélas encore un luxe pour une frange de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté. Les Nations Unies, à travers l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture FAO, en instituant depuis 1979 une journée pour l'alimentation, veulent entre autres raisons inciter à l'accès de tous à une alimentation saine. À Cocody, Maître Afoussiata Bamba Lamine veut impulser l'action citoyenne. Une délégation est dépêchée à la rencontre des populations démunies des 2 plateaux extension. Elles reçoivent des cartons et des sacs de vivres. Quelques instants plus tôt, la donatrice était à Cocody Angré dans les locaux de l'association caritative religieuse Caritas Côte d'Ivoire. Objectif, faire encore des dons de vivres aux démunis. Des dons constitués pour l'essentiel de produits alimentaires. Il n'y a pas que les ministères, il n'y a pas que l'État qui peut apporter sa contribution au bien-être et à l'épanouissement des populations, mais chacun peut jouer son rôle. Et en tant que citoyenne, la première des choses à faire, c'est de partager. La Bible nous l'enseigne, le Saint-Coran nous l'enseigne également. Quand on a la main sur le cœur, on partage toujours. Et c'est ce à quoi nous invitent les livres saints. Et nous leur disons encore merci.
Journée de l'alimentation suivie le 17 octobre de celle consacrée au refus de la misère. Les communautés dans leur ensemble sont invitées à travailler pour éliminer la faim dans le monde. L'actualité, on le sait, est dominée par le projet de nouvelle constitution. Ce projet est soutenu par plus d'un, notamment les femmes du RHDP, la section PDCI d'Aboisseau, le collectif des artistes pour la victoire du président Alassane Ouattara ou encore le mouvement national de soutien à la candidature unique du RHDP Monasco. L'heure est donc à la sensibilisation pour que le oui l'emporte le 30 octobre prochain. Je vous propose de suivre le point de toutes ces activités. Sensibilisation à l'appropriation du scrutin référendaire, Ouangolodougou, la première étape de la caravane du collectif des artistes pour la victoire du président Alassane Ouattara dans la région des Savanes. Ici à Ouangolo, cadres et autorités administratives se sont joints aux artistes pour expliquer les enjeux de la nouvelle constitution ivoirienne. Tout le monde sait ce que le président Alassane Ouattara fait pour les vétérans de la musique ivoirienne. Et aujourd'hui, c'est le retour de l'ascenseur des artistes. Nous avons parcouru tout le projet et nous avons compris que c'est bon pour nous. C'est pourquoi nous allons voter oui. Après Ouangolo, Kong, ici, les artistes ont choisi le canal du concert pour sensibiliser. À Sagipleu, dans le canton Blouno, dans la commune de Sanguiné, dans le département de Mans, les chefs coutumiers conduits par le patriarche Mamadou Nieu et les cadres ont traduit leur gratitude et leur reconnaissance au chef de l'État pour les nombreux chantiers réalisés dans le pays en général et dans leur région en particulier. Quant au député Siki Blomblez, il a énuméré les grandes réalisations du président de la République, notamment en matière d'infrastructures routières, de construction d'établissements scolaires, d'électrification et d'adduction en eau potable. Pour toutes ces actions, il a demandé aux populations de le soutenir dans sa mission de paix et de développement en l'accompagnant à travers un vote massif pour le oui lors du référendum constitutionnel à venir. Excellence, Monsieur le Président, vous faites déjà beaucoup. Mais vous ferez encore plus si vous vous sentez soutenu. Et pour manifester ce soutien, nous promettons, avec tout le soutien de nos parents, de voter, que dirais-je même, à 100%. Le député de Mans sous-préfecture Sanguiné, Siki Blomblez, a remis au nom du chef de l'État Alassane Ouattara de nombreux dons en nature et en numéraire aux populations des cantons Blouno, Gouané, Yati et Isocé. Parlons électricité, le taux d'électrification sur le continent était de 66% en 2008 selon l'Agence internationale de l'énergie AIE. Près de 600 millions de personnes n'avaient pas accès à l'électricité. Ce sera le cas pour plus d'1 milliard de personnes en 2030 en raison d'une baisse de la production selon des experts. De plus, les sociétés d'électricité africaines dépendent de la main-d'œuvre étrangère pour les travaux d'investissement. Comment satisfaire le besoin de l'Afrique en électricité? Une rencontre sur le capital humain et le leadership table sur la question. Elle est initiée par le réseau africain des centres d'excellence en électricité. Francis Boifou. Dans le domaine de l'énergie, les experts indiquent que le premier intrant de production reste les ressources humaines. Malheureusement, l'Afrique n'en dispose pas suffisamment au regard des besoins actuels en énergie. Au fil des années, les compétences sont en extinction. Ça veut dire que les cadres pointus ou techniciens de haut niveau qui sont enseignés dans les sociétés ne sont pas remplacés. La formation professionnelle n'est plus celle qu'elle était avant. Donc, il y a un réel problème de ressources humaines. Conséquence, les sociétés d'électricité africaines ont souvent recours à la main-d'œuvre étrangère. C'est pour permettre à ces entreprises de disposer de ressources humaines prêtes à toute éventualité que se tient cet atelier à l'attention des directeurs des ressources humaines. Nous allons leur enseigner la méthode de prévision pour que tout le monde soit mis au même niveau d'information. Parce que vous savez aussi qu'il y a des transformations technologiques. Certaines sociétés sont en train de passer de l'analogique au numérique et les cadres anciens ne sont pas toujours adaptés. Cette formation sur le leadership et le capital humain en Afrique prendra fin le 19 octobre prochain.
En matière de développement rural, un atelier national de validation des projets de politique sectorielle de l'eau potable en Côte d'Ivoire s'est tenu ici à Abidjan. Les participants réfléchissent à une stratégie nationale de gestion et de maintenance des infrastructures d'eau potable dans le pays. Cette rencontre est le fruit d'une collaboration entre le ministère des Infrastructures économiques et l'Union européenne. Herman Guivet. De l'eau potable pour les populations urbaines et rurales, priorité des priorités pour le gouvernement, priorité des priorités pour le ministère des Infrastructures économiques et ses partenaires de l'Union européenne. Courant année 2000, des réformes significatives sont entreprises dans le secteur de l'eau potable. Si ces réformes institutionnelles ont permis de donner une meilleure orientation des différents acteurs, il faut cependant noter que le secteur de l'eau potable ne dispose pas à ce jour de documents de référence performants pour accompagner la mise en œuvre optimale de ces réformes. Le cœur de cible, le milieu rural. D'énormes efforts ont été faits dans le secteur urbain, non seulement à Abidjan, mais dans les grandes villes de l'intérieur. Le secteur rural est une des préoccupations majeures avec naturellement les quartiers périurbains de la ville d'Abidjan qui sont assimilables pour certains d'entre eux à de l'accès à l'eau potable en milieu rural. Cet atelier se veut être d'une grande importance pour notre ministère car il va enfin ouvrir la voie à des réflexions qui doivent nous permettre de consolider des acquis, mais surtout de constituer un cadre propice à l'attrait de nombreux bailleurs de fonds pour lesquels l'existence d'un document de politique sectorielle est une priorité et un préalable à toute intervention. Un document de politique sectorielle de l'eau potable en Côte d'Ivoire, issu des différents projets de texte étudiés, amendés et consolidés au niveau des différentes structures du ministère des Infrastructures économiques, soumis aux acteurs du service public de l'eau potable pour validation. En agriculture, des dirigeants africains s'engagent dans la lutte contre la malnutrition. Parmi eux figurent l'ancien président du Ghana, John Kufuor, et l'ancien secrétaire général de l'ONU. L'initiative lancée ici à Abidjan vise à mobiliser 7 milliards de dollars par an sur 10 ans. Noël Nyanyou. La malnutrition, une menace pour l'Afrique, et pour cause. L'Afrique perd 11% de PIB chaque année à cause de sous-nutrition. Dans un monde où il y a l'industrialisation, la 4e industrialisation, on parle aujourd'hui du fait que nous avons 28 millions d'enfants qui sont sous-développés à cause de malnutrition. Ce n'est pas acceptable. Ces dirigeants africains, Akivomi Adesina, président du groupe de la BAD, John Kufuor, ex-président du Ghana, Kofi Annan, ex-secrétaire général de l'ONU, Aliko Dangote, le richissime Nigérian, pour ne citer que ceux-là, veulent venir à bout de ce fléau qui menace l'Afrique dans ce qu'elle a de plus précieux, son avenir, parce que le retard de croissance des enfants d'aujourd'hui mènera au retard de croissance économique de demain. Une solution, repenser l'agriculture dans toutes ses dimensions. Nous pensons que pour résoudre ces problèmes, il faut augmenter la productivité de le secteur agricole. Il faut renforcer le niveau de financement dans le secteur, mais pas seulement par le secteur public. L'agriculture doit être prise comme une business. Donc, le secteur privé doit jouer un rôle très critique pour ce financement. Voilà qui explique l'initiative Les dirigeants africains pour la nutrition, portée sur les fonds baptismaux au séjour dans les locaux de la BAD. Cette initiative va nécessiter la mobilisation tous les ans de 7 milliards de dollars, soit 3 500 milliards de francs CFA sur 10 ans contre un coût de l'inaction qui est de l'ordre de 12 500 milliards de francs CFA. Toujours en agriculture, direction Korogo, où s'est tenu un atelier bilan des acquis du projet d'investissement du programme régional de gestion durable des terres et d'adaptation au changement climatique dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest. L'atelier vise à créer les conditions techniques, politiques et stratégiques pour une gestion durable des terres et une réduction de la vulnérabilité des populations. Le projet est exécuté sous la supervision de l'ANADER et financé par l'Union européenne sous l'égide du CILSS, Comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Kwadio Kwami. Le programme régional de gestion durable des terres et d'adaptation au changement climatique dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest PRGTD s'inscrit
dans une approche régionale de la problématique de gestion durable des terres et de changement climatique. Il vise à créer les conditions techniques, politiques, stratégiques pour une gestion durable des terres et une réduction de la vulnérabilité des populations du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest au changement climatique. Au terme de 2 ans d'exécution du projet, un atelier bilan a réuni les acteurs pour des échanges d'expériences, valoriser et vulgariser les pratiques. Ce projet a permis de restaurer des sols qu'on ne pouvait plus utiliser sur le plan agricole. Aujourd'hui, les populations, avec le renforcement des capacités, des techniques apprises, vont leur permettre d'appliquer les mêmes techniques sur des sols vraiment qui n'ont pas été couverts par le projet. Des propositions d'action priorisées et formulées en termes de projets. Projet de développement de maraîchage de contre-saison à l'aide de forages et d'un système de pompage par énergie solaire à Kafigué. Projet d'agroforesterie à Zagitaka, Senufo, dans la commune de Korogo. Ces propositions viennent répondre aux préoccupations des populations de la commune dont l'activité principale de production de richesses demeure l'agriculture, à l'instar de toute la Côte d'Ivoire, où le secteur agricole représente 33% du produit intérieur brut, 75% des recettes d'exportation et emploie 67% de la population active. Intéressons-nous aux activités de la fonction publique avec la plateforme d'échange institutionnel des écoles et instituts de formation de services publics des pays de l'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et de l'Europe ayant en partage la Méditerranée. La Côte d'Ivoire y est pour s'inspirer de ce modèle pour la mise en place d'une structure semblable dans l'espace CEDEAO. Mamadou Kwasi. Quelle administration publique pour le développement durable dans l'espace de la Méditerranée malgré la fragilité? Une interrogation qui réunit 29 écoles de formation membres de la GIFT-MENA, le réseau des écoles et instituts de formation de la fonction publique d'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, ayant en partage la Méditerranée. L'idée, c'est améliorer la capacité des écoles du service public à être des acteurs confirmés pour la modernisation de l'État et la modernisation surtout de la gestion du capital compétences de l'État. Invités spéciaux de cette assise, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, le ministre Pascal Kokou-Abina a partagé l'expérience de la Côte d'Ivoire dans la gestion de l'administration publique. Le ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration a souhaité la création d'un réseau à l'image de la GIFT-MENA dans l'espace CEDEAO, avec pour siège Abidjan. Une organisation qui doit regrouper les écoles de formation des services publics. L'ENA de Côte d'Ivoire prendra l'initiative pour réunir les différents instituts de formation de la CEDEAO et pour que la Côte d'Ivoire conduise donc ces réseaux. Et à partir de ce moment-là seulement, on peut penser à une coopération avec le GIFT-MENA et créer donc l'intégration. GIFT-MENA est une plateforme d'échange institutionnel entre décideurs, acteurs de développement et les opérateurs de formation sur les thématiques de gouvernance, de performance et de valorisation du capital humain dans la fonction publique. Elle regroupe aujourd'hui 60 écoles et instituts de formation et services publics. La Chine octroie à la Côte d'Ivoire un financement de 14 milliards de nos francs, un don qui va servir à la construction de 4 lycées ultramodernes, dont un dans la commune de Grand-Bassam. Grace Kando. Bientôt, un lycée d'excellence ultramoderne à Grand-Bassam. Cet établissement fait partie des 4 lycées de ce type qui seront construits et financés sous forme de dons par l'État chinois. Coût 14 milliards de francs CFA. Ces lycées vont contribuer à l'extension de l'offre éducative. Celui de Grand-Bassam, d'une capacité de 1000 élèves, sera bâti sur une superficie de 14 700 mètres carrés. Avec la mise en service de ce projet, la coopération bilatérale dans le secteur de l'éducation sera renforcée davantage. L'État de la Côte d'Ivoire va former plus d'élites, tellement requis pour le développement du pays. Nous nous souviendrons et nous trouverons à chaque enfant qui réussira dans ce lycée une occasion de rendre hommage à ce grand pays frère, à la tradition multiséculaire qui sait valoriser l'homme. Les lycées d'excellence, dont le premier sera livré à Grand-Bassam, nous aidera à atteindre notre objectif essentiel
d'extension de l'offre éducative dans notre pays. La coopération sino-ivoirienne dans le secteur de l'éducation a permis la réhabilitation de 2 lycées à Anyama et à Touba. La ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, a traduit la reconnaissance du gouvernement ivoirien au peuple chinois. Toutes ces réalisations s'inscrivent dans la politique de mise en œuvre de la réussite pour tous dans un système éducatif de qualité en Côte d'Ivoire. Lutte contre la cybercriminalité, l'État ivoirien dispose désormais de moyens conséquents. Le ministre de l'économie numérique et de la Poste l'a annoncé ce matin. Bruno Nabagné-Koné a également invité les entreprises de transfert d'argent et de colis à s'adresser à l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, ARTCI, sous peine de voir leurs activités suspendues. Francis Boifou. La réponse du ministre de l'économie numérique et de la Poste sur la cybercriminalité a tout d'une mise en garde. Aujourd'hui, on ne peut plus se livrer à cette activité-là impunément. Les dispositions sont prises à la fois par nos services et par les services de police. Les jeunes principalement, nous essayons de leur dire que ce n'est plus une voie aujourd'hui pour gagner de l'argent. Si des jeunes ont des compétences, nous les appelons à nous rejoindre dans le secteur. L'État encourage l'utilisation d'Internet dans le cadre professionnel. Des projets d'accès au haut débit sont en cours pour atteindre 90% de taux de couverture dans les mois à venir. Avoir une diversité de l'offre, diversité qui doit conduire vers une baisse des prix. Avant la fin de cette année, en ce qui concerne le coût de l'Internet de gros et le coût de l'Internet de détail. Dans le domaine des colis et paquets, de nouvelles dispositions ont été prises pour réguler l'activité postale. C'est une loi qui permet à tous ceux qui s'adonnent à une activité postale, c'est-à-dire qui transportent du courrier, qui livrent du courrier, qui transportent de l'argent, qui livrent de l'argent, etc., nous leur demandons de s'adresser à l'autorité de régulation qui est l'ARTCI pour s'immatriculer. Sinon, bientôt, ils ne pourront plus exercer cette activité-là. Concernant les activités de téléphonie mobile, un accent est mis sur le mobile money. Désormais, c'est 20 milliards de francs CFA de transactions journalières avec 25 millions d'abonnés au mobile contre 16 millions en 2012. Bruno Nabagné-Koné souhaite un taux d'inclusion financière de 40% les années à venir contre 15% en 2015. Il s'est félicité des avancées enregistrées dans le secteur de la téléphonie et des efforts consentis par le gouvernement pour redonner une image plus reluisante à la Poste de Côte d'Ivoire face au TIC. À l'étranger, de violents combats ont fait 56 morts dans les rangs des insurgés au cours du week-end près de Malakal, une ville du Soudan du Sud que les rebelles s'efforcent de capturer. Les insurgés ont attaqué les positions gouvernementales vendredi soir, mais les forces gouvernementales sont parvenues à tenir leur position. Les rivalités politiques entre le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, et l'ancien vice-président Riek Machar ont déclenché une guerre civile fin 2013, 2 ans après l'indépendance. Les deux adversaires ont signé un fragile accord de paix il y a 1 an, mais les combats se sont poursuivis. Riek Machar a fui le pays en juillet. Il se trouve en ce moment à Khartoum, la capitale du Soudan voisin. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente fin de soirée sur RTI 1.